Il y a quelque chose dans le fait de voler à 65 000 pieds d'altitude qui vous fait vous sentir invulnérable. La courbure de la Terre devient visible. Le ciel passe du bleu au violet le plus foncé. Et pendant un instant, vous vous retrouvez plus près de l'espace que de la Terre, en dessous. C'est là que j'étais quand tout a changé. Je m'appelle Mason Reed, capitaine de la 122e escadre de chasse de l'armée de l'air américaine. Pilote d'essai, vétéran décoré. Et maintenant, quelque chose de complètement différent. Phantom, maintenez votre altitude actuelle. Nous recevons une bonne télémétrie. La voix du colonel Adler Knox retentit dans mon casque. Bien reçu, centre. Je reste à 65 000. J'ajustais mon masque à oxygène en regardant les instruments de mon F-22 Raptor se stabiliser. Le revêtement furtif expérimental que nous testions brillait faiblement sous le soleil brûlant. Tous les systèmes fonctionnaient normalement. Le ciel au-dessus de Groom Lake, dans le Nevada, plus connu sous le nom de Zone 51, était d'une clarté cristalline. Des conditions idéales pour les essais. Aucun avion civil à des centaines de kilomètres à la ronde. Juste moi, mon chasseur et toute la technologie secrète que les types en blouse blanche voulaient obtenir aujourd'hui. Fantôme, nous observons une anomalie atmosphérique à 2 heures de vous. Probablement juste un phénomène météorologique. Pouvez-vous confirmer visuellement? J'ai légèrement incliné l'avion, scrutant l'horizon, et puis je l'ai vu, une distorsion dans l'air. Cela ressemblait à des vagues de chaleur au-dessus de l'asphalte, mais en énorme, vertical, anormal. Centre, je vois quelque chose d'inhabituel. Cela ressemble à une mirage thermique, mais cela a une structure. Presque comme... Comme quoi, fantôme? Comme une porte dressée dans le ciel. Un grésillement statique retentit dans mes écouteurs. Fantôme, la communication est coupée. Répétez. J'ai poussé le levier de commande du moteur vers l'avant, me rapprochant du phénomène. Je vais aller voir de plus près. Négatif, fantôme. Gardez vos distances pendant que nous... Le reste de la transmission s'est dissous dans un bruit blanc. Mes instruments se sont mis à clignoter, les écrans sont devenus fous. Les voyants d'alerte se mirent à clignoter sur toute la console et la brume semblait s'étendre, s'étirant vers moi. Ou était-ce moi qui étais attiré vers elle? Centre, je subis des interférences électromagnétiques. Les systèmes tombent en panne. Je demande une intervention immédiate. Le monde à l'extérieur de ma cabine se déforma. Les couleurs s'inversèrent. Pendant un instant déchirant, j'eus l'impression d'être tiré dans toutes les directions à la fois, mon corps s'étirant au-delà du possible, mais sans se déchirer. Puis le silence, l'obscurité, un instant de néant absolu. Lorsque ma vision s'éclaircit, je volais toujours à la même altitude. Le désert du Nevada s'étendait toujours sous mes pieds. Mais quelque chose n'allait vraiment pas. Là où Las Vegas aurait dû se trouver, une immense cicatrice noire s'étendait sur le sol. Et au-dessus, flottant dans les airs, incroyablement énorme, masquant le soleil, flottait un vaisseau, pas un porte-avions, pas quelque chose créé par l'homme, un disque de la taille d'une ville, exactement comme dans ce vieux film. Independence Day. Ce n'est pas possible, murmurai-je en clignant des yeux, convaincu que j'avais des hallucinations dues au manque d'oxygène. Mais le vaisseau restait immobile, et je remarquai alors d'autres vaisseaux, plus petits, qui patrouillaient dans le ciel. Mon radar se mit soudain à hurler. 3 objets non identifiés approchaient rapidement par l'arrière. Centre, vous me recevez? J'ai plusieurs engins volants non identifiés à ma poursuite. En réponse, seulement des parasites, statiques. Les chasseurs des envahisseurs, qui d'autres pourraient-ils être, étaient dômes et des cauchemars lisses et anguleux, se déplaçant avec une précision impossible. Aucun pilote humain ne pourrait effectuer de telles manœuvres.
Je lançai le Raptor dans une spirale désespérée pour l'éviter, poussant l'avion au-delà de ses limites. Un rayon d'énergie passa près de mon aile, surchauffant l'air. Ce n'était pas des missiles, c'était donc des armes énergétiques. Mon esprit était en ébullition, même lorsque ma mémoire musculaire s'est mise en marche et que mes années d'entraînement au combat ont pris le dessus. J'ai enclenché la post-combustion et j'ai senti une poussée lorsque le Raptor a bondi en avant. La surcharge m'a plaqué contre mon siège. Ma vision s'est rétrécie lorsque le sang s'est écoulé de ma tête. Les extraterrestres m'ont rattrapé sans effort, leur vaisseau fendant l'air comme si les lois de la physique ne s'appliquaient même pas à eux. « Allez, venez !» ai-je murmuré en effectuant un virage serré à gauche, puis à droite. Une manœuvre qui aurait fait perdre ses moyens à n'importe quel pilote humain. Les chasseurs me suivirent avec seulement un instant de retard. Je saisis cette occasion pour effectuer une manœuvre Cobra avec le Raptor, une boucle incroyablement serrée, où le nez de l'avion décrit un petit cercle et finit par voler dans la direction opposée. En sortant de la boucle, je me suis retrouvé derrière l'un des vaisseaux extraterrestres. Sans hésiter, j'ai appuyé sur la gâchette. Une rafale de mon canon de 20 mm a touché le chasseur extraterrestre. Incroyablement, les projectiles semblaient avoir transpercé ses boucliers. Le vaisseau a tournoyé en vrille, laissant derrière lui une traînée de liquide bleu-vert qui s'est évaporé dans l'air. « Tu saignes » ai-je soufflé. « Cela signifie que tu peux mourir. » Les deux autres chasseurs ont rompu leur formation, se séparant et s'approchant des deux côtés. J'ai effectué un tonneau pour esquiver un autre tir énergétique, mais ils coordonnaient désormais leur attaque. Le rayon a touché mon aile droite, les sirènes ont retenti lorsque le métal a surchauffé et s'est déformé. J'ai piqué vers le sol, cherchant refuge dans les canyons et les crêtes du paysage du Nevada. Les moteurs du Raptor rugissaient alors que je les poussais à fond. L'altimètre tournait à toute vitesse tandis que je tombais vers la terre. Les chasseurs extraterrestres me poursuivaient, me bombardant de charges énergétiques qui faisaient exploser le sol autour de moi. En traversant le canyon, j'ai frôlé la paroi si près que les extrémités de mes ailes ont provoqué une chute de pierre. Cette manœuvre m'a fait gagner quelques secondes, suffisamment pour comprendre que je volais droit vers l'énorme vaisseau mère des envahisseurs qui planait au-dessus des ruines de Las Vegas. De près, le vaisseau était incompréhensible. Sa surface n'était pas lisse, mais recouverte de motifs complexes qui semblaient bouger et couler comme un liquide. Des structures métalliques de la taille de gratte-ciel dépassaient de sa partie inférieure. Une lueur verte douloureuse émanait de ce qui semblait être un noyau énergétique en son centre. « Mon Dieu !» murmurai-je. Une immense ouverture s'ouvrait dans la partie inférieure du vaisseau. Un hangar assez grand pour absorber tout un groupe aéronaval. Des vaisseaux plus petits grouillaient autour de lui comme des insectes autour d'une ruche. Et au centre de l'ouverture, une arme se chargeait, un point lumineux concentré qui devenait de plus en plus brillant à chaque seconde. Je tirai sur le manche pour essayer de virer, mais l'un des chasseurs qui me poursuivait toucha ma queue avec un autre tir énergétique. Le Raptor a fortement tremblé. Les sirènes ont retenti dans tous les systèmes. « Pas ça !» ai-je murmuré entre mes dents serrées, luttant pour garder le contrôle. L'arme du vaisseau mère n'a pas tiré sur moi, mais sur quelque chose au sol. Le rayon frappa ce qui pouvait être une position de résistance, la vaporisant instantanément. L'onde de choc rattrapa mon avion déjà endommagé, le faisant culbuter. J'aperçus brièvement le désert qui approchait, les chasseurs toujours à mes retrousses. Dans un élan désespéré, j'ai sorti le Raptor de sa spirale mortelle, volant si bas que je pouvais distinguer les rochers et les buissons en dessous. La dernière décharge d'énergie a sectionné mon aile gauche, l'arrachant complètement. Le Raptor est entré dans une rotation incontrôlable. J'ai tiré sur la poignée d'éjection, mais rien ne s'est passé.
Le système avait grillé. J'allais mourir dans ce cercueil métallique, dans un monde qui n'était pas le mien. La Terre se rapprochait à toute vitesse. J'ai vu pour la dernière fois le vaisseau mère des extraterrestres, dont l'ombre immense tombait sur le sol comme un verdict. Avant l'impact, le Raptor s'écrasa dans le désert à une vitesse de plus de 400 nœuds. Le métal grinça, le verre vola en éclats. Par miracle ou par malédiction, la cabine resta partiellement intacte, se détachant du fuselage et rebondissant sur le sol comme une pierre sur l'eau. Quand tout s'est enfin immobilisé, j'étais suspendu à ma ceinture de sécurité. Du sang s'accumulait dans mon masque à oxygène. À travers le hublot brisé, je voyais les chasseurs extraterrestres tourner au-dessus de ma tête, attendant, observant. Puis, de manière inexplicable, ils ont fait demi-tour et sont retournés vers leur vaisseau mère. Ils pensent que je suis mort, compris-je, ou que je ne vaux pas la peine qu'ils s'acharnent. La dernière chose que je vis, avant que l'obscurité ne m'engloutisse, fut un groupe de silhouettes s'approchant prudemment dans le désert. Des silhouettes humaines. Il reprend conscience. Thorne apporte le stimulateur. La douleur m'a frappé en premier, une douleur lancinante qui envahissait tout mon corps. Puis vint l'odeur, de l'antiseptique, de l'huile de moteur et autre chose. Des composants électroniques de brûlés. J'ai ouvert les yeux avec difficulté et j'ai vu un plafond en béton, craquelé et taché. Un visage se pencha au-dessus de moi, une femme d'environ 35 ans, avec une cicatrice allant de la tempe gauche à la mâchoire. « Où suis-je » Ma voix ressemblait à un râle. « Vous êtes en sécurité, dans ce qui reste de la base aérienne de Nellis. » Elle appuya sur un bouton pour relever la tête de mon lit. « Je suis le docteur Hayley Vickers. Vous vous êtes écrasé à environ 3 miles d'ici. Nous vous avons sorti de là avant qu'il ne puisse y vous atteindre. » Son visage s'assombrit. Les faucheurs. Un homme entra dans la pièce. Grand, buriné, avec l'allure d'un homme né pour commander. Malgré ses vêtements civils, je compris qu'il était militaire. « Je suis le colonel Deckard Walsh, » dit-il d'une voix rauque comme du gravier. « Et vous, capitaine Reed, vous êtes soit un miracle, soit un fardeau. Nous sommes encore en train de déterminer lequel. Monsieur, je ne comprends pas. Que s'est-il passé à Las Vegas? Qu'était-ce? Ce vaisseau? » Le colonel et le docteur échangèrent un regard. « Quand exactement avez-vous décollé, capitaine ?» demanda Walsh avec prudence. « À 8h00, le 15 mars 2023. » Le docteur Vickers s'effondra lourdement sur une chaise. « Et la guerre? L'invasion? Que s'est-il passé sur votre terre? »« Ma terre? De quoi parlez-vous » Le colonel Walsh rapprocha sa chaise. « Vous avez traversé une faille spatiale, capitaine. Vous n'êtes plus dans votre monde. Dans cette réalité, ils sont arrivés en 1996, exactement comme dans ce film de votre monde. Seulement ici, les envahisseurs ont gagné. » Je le fixais du regard, persuadé qu'il était fou, mais le vide dans ses yeux, la sombre détermination sur son visage, cet homme n'était pas enclin aux illusions. « C'est impossible, dis-je, mais même lorsque les mots sortirent de ma bouche, je savais qu'ils étaient vides de sens. J'avais vu le vaisseau, j'avais combattu les chasseurs, j'avais regardé dans le vide de cette arme pendant qu'elle se rechargeait. C'était réel. La résistance a une théorie, a poursuivi Vickers, d'une voix calme et insistante. Le film, dans votre monde, cela aurait pu être une fuite, un avertissement. Les réalités alternatives se font parfois écho les unes aux autres. Et maintenant, vous avez franchi la frontière, ajouta Walsh, ce qui signifie qu'il y a un passage que nous pourrons peut-être utiliser. Un jeune homme fit irruption dans la pièce, à bout de souffle. Colonel, les capteurs viennent de détecter une patrouille de faucheurs qui se dirige vers nous. 5 minutes maximum. Walsh se leva. Aidez-le à se lever,
Nous partons. » Pendant qu'il m'aidait à me remettre debout, la vérité m'était tombée dessus comme une pierre. Je n'avais pas dormi. Je n'avais pas halluciné. J'étais arrivé sur une terre parallèle, où le pire cauchemar de l'humanité s'était réalisé. Et à en juger par la peur dans leurs yeux, alors qu'ils me conduisaient précipitamment vers un tunnel souterrain, j'allais découvrir à quel point la situation était grave. « Attendez !» ai-je dit en trébuchant, tandis qu'il me tirait en avant. « Si j'ai pu passer de mon monde au vôtre… » Le docteur Vickers a terminé ma phrase, ses yeux rencontrant les miens dans un effroi commun. « Alors ils peuvent bien vous suivre pour revenir, et votre terre sera la prochaine. » Les tunnels souterrains sous la base aérienne de Nellis formaient un labyrinthe de béton et d'acier, éclairé par des bandes de lampes LED, qui clignotaient par intermittence. L'air était chargé de l'odeur de la terre humide et des générateurs diesel. À mesure que nous nous enfoncions, les bruits provenant de la surface, le vrombissement des moteurs des patrouilles extraterrestres s'estompaient. J'avais du mal à suivre le colonel Walsh, mon corps ne s'étant pas encore remis du crash. Chaque pas me causait une douleur dans les côtes et le bandage sur ma tête me semblait serré et chaud à cause du sang frais. « Depuis combien de temps êtes-vous ici, en bas ?» demandai-je, tandis qu'il guidait notre petit groupe à travers le labyrinthe. « Depuis la chute », répondit-il sans se retourner. « Près de 27 ans. 27 ans à vivre comme des rats dans l'obscurité. » La prise de conscience de ce que cela signifiait me submergeait d'un sentiment d'incrédulité. « La plupart d'entre nous sommes nés ici, en bas, » ajouta le docteur Vickers en remarquant mon expression. « Les enfants n'ont jamais vu le ciel sans vaisseau. » Mon esprit revint à l'énorme vaisseau que j'avais vu au-dessus de Las Vegas, aux motifs complexes qui ornaient sa surface, à l'arme capable de vaporiser toute une position d'un seul tir. Ces gens vivaient avec cela au-dessus de leur tête depuis près de 3 décennies. « Vous avez réussi à endommager l'un de leurs chasseurs, » dit Walsh, interrompant mes pensées. « C'est rare. »« J'ai eu de la chance, » répondis-je. « Je l'ai pris par surprise. La chance n'a rien à voir là-dedans. J'ai vu les débris. » Il se retourna vers moi. « Vous avez effectué une manœuvre que personne dans cette réalité n'avait tentée contre eux depuis des années. Ils ne s'attendent même plus à une telle imprévisibilité de la part des humains. » Nous sommes donc sortis dans une grande salle qui servait en quelque sorte de centre de commandement. Des dizaines de personnes travaillaient derrière des terminaux informatiques sauvés. Les murs étaient couverts de cartes, de schémas détaillés d'objets extraterrestres, d'itinéraires de patrouille et de ce qui semblait être des graphiques de récolte. Une femme mince aux cheveux gris, coupés courts, s'approcha de nous. Son visage était anguleux, marqué par les épreuves, mais ses yeux étaient vifs et calculateurs. « C'est notre pilote ?» demanda-t-elle en m'examinant avec un scepticisme non dissimulé. « Capitaine Mason Reed » confirma Walsh. « Capitaine, voici le commandant Mace Casper, chef de la résistance occidentale. » Elle ne tendit pas la main. Au lieu de cela, elle fit lentement le tour de moi, comme un prédateur évaluant une proie potentielle. « Vous venez donc d'un monde où nous avons gagné ? » « Je viens d'un monde où il n'y a pas eu d'invasion, » la corrigeai-je. « Où Independence Day n'est qu'un film que les gens regardent le 4 juillet. »« Un film, » répéta-t-elle d'une voix calme. « Pendant que nous luttions pour notre survie, votre monde s'amusait de notre cauchemar. » Avant que je n'aie eu le temps de répondre, un jeune homme fit irruption dans la pièce. « Commandant, les moissonneurs ont changé d'itinéraire. Ils procèdent à un nettoyage complet du 7e secteur. » Le visage du commandant Casper se figea. « Ils savent donc qu'il est ici. » La pièce s'anima soudainement. Des ordres fusèrent, l'équipement fut emballé à la hâte. Je me tenais au milieu du chaos, essayant toujours de comprendre. « Comment ont-ils pu le savoir ?» demandai-je. « Ils ont leur méthode, » répondit le docteur Vickers en me prenant par la main. « Venez, nous devons nous enfoncer plus profondément. »
Alors que nous courions dans un autre couloir, nous entendîmes au loin le grondement des explosions à la surface. Les envahisseurs bombardaient Sarthe et la surface, détruisant méthodiquement tous les abris possibles. « Le vaisseau mère que j'ai vu, dis-je, peinant à suivre le groupe. Celui qui survole Las Vegas, c'est leur vaisseau de commandement? L'un d'entre eux, répondit Walsh d'un ton sombre. Ils en ont 3, rien que sur ce continent. Celui que vous avez vu contrôle le secteur sud-ouest. L'ampleur de l'invasion me frappa avec une nouvelle force. Il ne s'agissait pas seulement de chasseurs et de détachements de moissonneurs, mais de plusieurs vaisseaux mères de la taille d'une ville. Comment une quelconque résistance pouvait-elle tenir face à une force aussi écrasante? « Où allons-nous » haltai-je, mes blessures rendant chaque pas douloureux. « Voir ce qu'il reste de votre avion » répondit le colonel Walsh. « Si vous avez réussi à passer, nous devons comprendre comment. » Nous entrâmes dans ce qui devait autrefois être un hangar d'aviation. C'était désormais un immense atelier souterrain, et au centre se trouvait mon F-22 Raptor, ou plutôt ce qu'il en restait. Le fuselage était globalement intact, mais les ailes étaient pecsées tordues et le cockpit détruit. Une équipe d'ingénieurs s'affairait autour, scannant les composants à l'aide d'appareils artisanaux qui semblaient à la fois primitifs et futuristes. « Bishop » appela Walsh. Un homme maigre aux mains couvertes de graisse apparut sous le ventre de l'avion. « Dis-moi que tu as trouvé quelque chose. » Bishop s'essuya les mains avec un chiffon et s'approcha de nous. L'avionique de l'avion a brûlé, mais les relevés indiquent quelque chose d'intéressant. Cet oiseau était recouvert d'un revêtement furtif expérimental, n'est-ce pas? Je hochai la tête. C'est ce que nous testions lorsque j'ai franchi la frontière. Eh bien, quoi que ce soit, cela absorbait et redirigeait l'énergie d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. En interagissant avec la faille spatiale, cela a créé une sorte de coque autour de l'avion, une bulle protectrice. « C'est pourquoi vous avez survécu au passage, » dit le docteur Vickers, les yeux écarquillés. « La couverture vous a protégé, et c'est pourquoi vous avez pu endommager l'un de leurs chasseurs, » ajouta Bishop. « La couverture a absorbé une partie de leur arme énergétique et l'a renvoyée. Ils n'avaient jamais rencontré cela auparavant. »« Est-ce reproductible ?» demanda le commandant Casper, allant droit au but. Bishop hésita. « Peut-être, avec du temps et des ressources, mais même si nous y parvenions, il nous faudrait quelque chose pour l'alimenter, quelque chose de plus puissant que tout ce dont nous disposons. » Walsh se tourna vers moi. « Qu'est-ce qui alimentait votre camouflage furtif ?» Je secouai la tête. Il n'était pas alimenté. Il était passif, conçu pour absorber et disperser les ondes radar, pas les armes énergétiques. « Mais il a interagi avec la faille, » insista Bishop. « Il devait avoir des propriétés électromagnétiques qui... » La pièce fut secouée par une violente explosion à la surface, juste au-dessus de nous. De la poussière et de petits morceaux de béton tombèrent. « Il se rapproche, » dit Casper d'un ton sombre. « Nous devons partir, tout de suite. » Pendant que tout le monde s'évacuait précipitamment, Bishop téléchargea rapidement les données de son terminal sur un petit appareil qu'il glissa dans sa poche. Nous poursuivrons cette conversation ailleurs. Nous filions à toute allure dans de nouveaux tunnels, de plus en plus profonds et étroits. Le bruit de la destruction nous suivait, devenant plus fort à chaque minute. « Ils n'ont jamais attaqué cet endroit auparavant, » marmonna Walsh, le visage marqué par l'inquiétude. « Ils ne devraient même pas connaître son existence. »« C'est lui, » dit une voix derrière nous. Je me retournai et vis un homme grand et émacié, au regard perçant, qui me regardait d'un air accusateur. « Il le traque d'une manière ou d'une autre. »« C'est impossible, Paxton, » objecta le docteur Vickers. « Nous l'avons scanné à la recherche de dispositifs de repérage. »« Pas un dispositif, » dit l'homme appelé Paxton. « Quelque chose d'autre, quelque chose en lui. » Je sentis une froide terreur m'envahir. « Que voulez-vous dire »
La transition vous a changé, continua Paxton en s'approchant. Au niveau quantique, vous résonnez comme un phare. Une autre explosion, plus proche cette fois. La lumière vacilla puis s'éteignit, nous plongeant dans l'obscurité pendant quelques secondes terrifiantes avant que l'éclairage de secours ne s'allume, tout baignant d'une lumière rouge fantomatique. « Avancez !» ordonna Casper en nous poussant en avant. « Vous en discuterez plus tard. » Nous sommes sortis dans ce qui semblait être une ancienne station de métro, abandonnée depuis longtemps. Des centaines de réfugiés se regroupaient, le visage épuisé et effrayé. Les enfants s'accrochaient à leurs parents. Les personnes âgées étaient assises, le regard vide. C'était ce qui restait de l'humanité. « Toutes ces années, murmurai-je, réalisant l'ampleur des souffrances. Comment avez-vous survécu ? » « En restant discret, en nous cachant, » répondit Walsh, « et en ripostant quand nous le pouvions. » Je regardais un enfant d'à peine 6 ans qui me fixait d'un regard vide. C'était une génération née dans l'obscurité, qui ne connaissait rien d'autre que la peur et les cachettes. « Le vaisseau mère que j'ai vu, » dis-je doucement. Il était armé. Je l'ai vu tirer sur quelque chose au sol. Le visage de Walsh s'assombrit. C'était la base Phoenix, notre plus grand avant-poste dans le sud-ouest. 300 personnes, disparues en un instant. « Mon Dieu, soupirai-je, je suis désolé. Ce n'est pas votre faute. »« Mais si, dis-je, et la prise de conscience me parvint avec une clarté écœurante. Ils ont découvert mon apparition dans cette réalité. Ils m'ont suivi jusqu'à la base. Ils me suivent en ce moment même. » Une jeune femme s'approcha de nous, un ordinateur portable à la main. « Commandant, il y a du mouvement à l'entrée ouest. Les nôtres reviennent de leur expédition pour s'approvisionner. » Casper hocha la tête, visiblement soulagé. « Dieu merci. Ils l'ont récupéré ? » ?»« Oui, madame. Ils ont pris le composant. » L'entrée principale de la station s'ouvrit et une douzaine de résistants, armés et chargés de sacs à dos remplis de matériel récupéré, firent irruption à l'intérieur. Au centre du groupe se trouvait une femme grande et alerte, malgré la fatigue évidente qui se lisait sur son visage. Elle portait un cylindre métallique de la taille d'un thermos. « Raven !» appela Walsh. « Tu es de retour !» La femme, Raven, s'approcha. Son regard se posa immédiatement sur moi, avec une curiosité intense. « C'est donc notre voyageur interdimensionnel. »« Le capitaine Mason Reed, » confirma Walsh. « Voici le lieutenant Raven Brennan, notre meilleure agente de terrain. » Le regard de Raven me parcourut, m'évaluant. Ses yeux s'attardèrent sur ma tête bandée, sur le sang qui transparaissait à travers les vêtements empruntés. « Vous avez une sale tête. Vous devriez voir le type, » répondis-je automatiquement. À ma grande surprise, elle sourit. « Je l'ai vu. Le chasseur que vous avez endommagé s'est écrasé à une 50aine de kilomètres au sud. Nous sommes arrivés avant les drones de recherche. C'est comme ça qu'on l'a récupéré. » Elle souleva le cylindre. « Il faut qu'on parle, » ajouta-t-elle, l'air sérieux. « En privé. » Walsh nous conduisit dans une petite pièce attenante, qui avait peut-être autrefois servi de bureau au chef de la station. Raven posa le cylindre sur la table, entre nous. « Savez-vous ce que c'est ?» demanda-t-elle. Je secouai la tête. C'est un noyau d'alimentation extraterrestre, un petit, provenant d'un de leurs vaisseaux de reconnaissance. Nous avons essayé pendant des années d'en obtenir un intact. Pourquoi ? Parce que cela pourrait être notre ticket de sortie de cet enfer, répondit-elle simplement. Ou, au moins, un moyen d'envoyer un avertissement à ton monde. Walsh se pencha en avant. Les extraterrestres utilisent l'intrication quantique pour communiquer plus vite que la lumière. Leur technologie fonctionne entre les dimensions. Il ne peut en être autrement avec des vaisseaux de cette taille. Nous pensons, continua Raven, que si nous pouvions utiliser cette source d'énergie
et la combiner avec ce qui t'a permis de traverser la frontière, nous pourrions envoyer un message à travers la faille, un avertissement à ta terre. Un frisson me parcourut la poitrine. Vous pensez qu'il prévoit d'envahir mon monde ensuite? Nous savons que c'est le cas, dit Paxton en entrant dans la pièce sans y être invité. J'étudie leur communication depuis des années. Depuis ton arrivée, on observe une recrudescence d'activité. Ils sont excités. Ils ont trouvé un nouveau monde à conquérir. Les conséquences me frappèrent comme un coup physique. En franchissant accidentellement la frontière, j'avais mis en danger tous ceux que je connaissais, tout le monde sur ma terre. Depuis combien de temps? Demandai-je d'une voix à peine audible. Difficile à dire, répondit Paxton. Mais il se prépare. Votre monde a quelque chose que celui-ci n'a pas, dit Walsh. Et quoi donc? L'effet de surprise. Ici, ils nous ont pris au dépourvu. Dans votre monde, vous avez le film, le plan de leur tactique. Et maintenant, vous nous avez, nous. Si nous pouvons envoyer un avertissement, alors nous devons avertir mon peuple, dis-je en me levant avec une détermination nouvelle. Nous devons... Toute la station fut secouée par une forte secousse. De la poussière et des débris tombèrent dans du plafond, les lumières clignotèrent, des sirènes retentirent dans tout le complexe. « Ils nous ont trouvés !» dit Casper en entrant dans la pièce. « Évacuation totale, immédiatement !» Le chaos s'installa. Des centaines de personnes attrapèrent dans les sacs préparés à l'avance et se précipitèrent vers les issues de secours. Les enfants pleuraient. Les adultes criaient dans des instructions et des assurances qui sonnaient creux, même à mes oreilles. « Et le plan ?» demandai-je désespérément en regardant le noyau énergétique sur la table. « L'alerte ? » « Nous l'emporterons avec nous, » dit Raven en attrapant le cylindre. « Mais d'abord, nous devons survivre. » Une autre explosion. Beaucoup plus proche, le plafond commença à craquer. « Ils sont juste au-dessus de nous !» cria quelqu'un. Et puis je l'entendis, le son qui fit se glacer le sang dans mes veines. Un hurlement aigu, presque électronique, qui semblait contourner les oreilles et percer directement le cerveau. Le son des chasseurs extraterrestres. « Ils sont à l'intérieur !» cria Walsh en sortant son arme. « Tout le monde dans les tunnels, immédiatement !» Pendant que les civils s'enfuyaient, Raven m'attrapa par la main. « Reste avec moi !» ordonna-t-elle. « Tu es trop précieux pour que je te perde. » Nous avons couru vers un étroit tunnel de service à l'arrière de la station. Derrière nous, des coups de feu ont retenti. Les résistants avaient engagé le combat avec les chasseurs extraterrestres. J'ai trébuché, mes blessures m'empêchant de suivre le rythme. Raven s'est retournée, les yeux écarquillés, lorsqu'elle a vu que je restais à la traîne. Sans dire un mot, elle se retourna, me prit par le bras et me tira presque en avant. « Et les autres ?» demandai-je en me retournant. « Ils nous font gagner du temps », répondit-elle d'un ton sombre. « Ne le gaspille pas. » Juste avant d'entrer dans le tunnel, j'aperçus brièvement ceux qui nous avaient attaqués. Ce n'étaient pas les chasseurs lisses que j'avais rencontrés dans les airs. C'était pire. Des silhouettes humanoïdes dans des exosquelettes brillants, se déplaçant avec une vitesse et une précision terrifiantes. Leurs têtes allongées ne comportaient pas d'yeux, seulement des surfaces lisses et réfléchissantes qui suivaient chaque mouvement d'une manière ou d'une autre. L'un d'eux s'est fixé sur moi. Je le jure, je l'ai senti. Une connexion, une reconnaissance qui m'a donné des frissons dans le dos. Il me connaissait. « Reed !» Raven m'entraîna dans le tunnel, juste au moment où une décharge d'énergie brûla le mur à l'endroit où je me tenais quelques instants auparavant. Nous courûmes dans l'obscurité, les bruits de la bataille s'éloignant derrière nous. Mais lorsque nous arrivâmes dans une autre section du tunnel, Raven s'arrêta brusquement, levant la main pour nous faire signe de nous taire. Devant nous, le tunnel bifurquait en 3 directions. Raven hésita,
puis désigna le passage le plus à gauche. Par là. Mais avant que nous puissions avancer, une silhouette sortit de l'ombre et nous barra le chemin. C'était le docteur Vickers. Sa blouse blanche était maintenant maculée de poussière et de quelque chose qui ressemblait à du sang. « Dieu merci », soupirai-je. « Nous pensions… » « Ne bouge pas », siffla Raven en levant son arme. Je me figeai, perplexe. « Qu'est-ce que tu fais? C'est Vickers. »« Non », dit Raven à voix basse, « ce n'est pas elle. » Le docteur Vickers sourit, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son expression. Son sourire était trop large, trop mécanique. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix résonna comme si deux personnes parlaient à l'unisson. « Capitaine Reed, » dit-elle, « vous nous avez donné du fil à retordre. » Mon sang se glaça lorsque je compris ce que je regardais. Ce n'était pas le docteur Vickers, mais quelque chose qui la portait comme un costume. « Cours !» murmura Raven, alors que nous faisions demi-tour pour nous enfuir. La créature qui était le docteur Vickers se précipita vers nous à une vitesse surhumaine, la bouche grande ouverte, dévoilant des rangées de dents acérées. La dernière chose que j'ai vue, avant que Raven ne me pousse dans l'obscurité d'un autre tunnel, c'était sa peau qui se déchirait comme un cocon, révélant l'horreur qui se cachait à l'intérieur. L'obscurité nous enveloppa alors que nous courions dans le tunnel, et la créature qui était autrefois le docteur Vickers, hurlant derrière nous. Le son se répercutait sur les murs en béton, se multipliant jusqu'à donner l'impression qu'il venait de toutes parts. « Qu'est-ce que c'était que ça, bon sang ?» ai-je soufflé, essayant de suivre Raven. « Un métamorphe », a-t-elle répondu d'une voix tendue. « Il s'infiltre dans les communautés humaines, étudie nos mouvements, notre langage, puis nous emmène un par un. » Mon esprit se souvint d'une bouche incroyablement large, de dents acérées comme des aiguilles. Combien de temps a-t-il prétendu être Vickers? Difficile à dire, peut-être plusieurs jours, peut-être quelques minutes. Le visage de Raven était sombre dans la faible lumière des lampes de secours. C'est pourquoi nous n'avons jamais pu conserver une base très longtemps. Il trouve mais toujours un moyen de s'infiltrer. Nous arrivâmes à une bifurcation où le tunnel se divisait en 4 passages distincts. Raven hésita, puis m'entraîna dans le plus étroit. Le plafond était si bas que nous dûmes nous baisser. Les murs nous opprimaient de part et d'autre. « Où allons-nous » murmurai-je. « Au point de rassemblement de secours. Si quelque chose arrivait à la base principale, les survivants devaient donner se retrouver dans un ancien abri anti-atomique sous le strip de Las Vegas. Sous la ville? Mais je l'ai vu depuis les airs. Il ne reste plus rien à la surface. C'est vrai, mais les tunnels sous les casinos ont été renforcés pour résister à une explosion nucléaire. Certains d'entre eux sont encore intacts. Nous avons continué à marcher en silence pendant ce qui m'a semblé être des heures. Les seuls bruits étaient notre respiration haletante et le lointain goutte à goutte de l'eau, mais des blessures me faisaient souffrir à chaque pas, mais la peur de ce qui se cachait derrière moi me poussait à continuer. Finalement, le tunnel s'élargit pour former une grande salle. La lumière de secours projetait des ombres sinistres sur le sol en béton fissuré. Dans un coin, un petit groupe de survivants, pas plus de 200 personnes, s'était regroupé. Parmi eux, je reconnus le colonel Walsh et le commandant Casper, tous deux ensanglantés, mais vivants. « Raven !» s'écria Walsh. « Dieu merci, nous pensions que vous… » « Nous avons rencontré un métamorphe, » l'interrompit-elle. « Il était dans le corps de Vickers. » Un murmure d'horreur parcourut le groupe. « Elle… » Casper ne parvint pas à terminer sa question. Raven secoua la tête. Si un métamorphe s'empare de quelqu'un, cette personne n'existe plus. Je regardais les survivants, reconnaissant plusieurs visages de la base. Où sont les autres? Ce sont tous ceux qui ont réussi à s'en sortir, dit Walsh doucement, pour autant que nous le sachions.
Le poids de ces mots me serra le cœur. Des centaines de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, tous morts à cause de moi, parce que j'étais tombé sur une faille près de laquelle je n'aurais pas dû me trouver. « Tu as toujours le noyau ?» demanda Bishop en sortant du groupe. Raven acquiesça en sortant un noyau cylindrique de son sac à dos. « Il est là. Et j'ai toutes les données du système de camouflage du Raptor, » ajouta Bishop en brandissant un petit appareil. « Si nous trouvons un terminal qui fonctionne, je pourrais peut-être récupérer quelque chose. »« Tu penses vraiment pouvoir envoyer un message à travers la faille ?» demandai-je. « Au diable le message !» intervint le commandant Casper. « Nous t'envoyons toi. » Je la regardais, stupéfait. « Quoi ? Le plan a toujours été de te renvoyer, » expliqua Walsh. « Tu es la preuve, l'avertissement. Personne dans ton monde ne croira un message provenant d'une autre dimension, » a poursuivi Casper. « Mais toi, pilote décoré de l'armée de l'air, conscient de ce qui va arriver, ils t'écouteront. » J'ai voulu protester, dire que je ne pouvais pas les abandonner. Mais la logique était imparable. J'étais leur meilleure chance. Que dois-je faire? Walsh fit un signe de tête à Bishop. Quint va assembler un appareil à partir du noyau extraterrestre et de ce qui reste de votre camouflage furtif. Si nous parvenons à reproduire les conditions qui vous ont amené ici, nous pourrions vous renvoyer à travers la même faille. Les barrières spatiales sont encore fines là où tu as franchi la frontière, ajouta Paxton en sortant de l'ombre. Il était si discret que je ne l'avais pas remarqué parmi les survivants. Mais elles se referment. Si nous n'agissons pas rapidement, l'occasion sera perdue. Combien de temps avons-nous? 12 heures, peut-être moins. Casper donna ses ordres, divisant les survivants en groupes. Certains devaient sécuriser le périmètre, d'autres aider Bishop avec l'appareil. Raven et moi fûmes chargés de rassembler des provisions dans la cachette la plus proche. Alors que nous nous frayions un chemin à travers un nouveau labyrinthe de tunnels, je posai enfin la question qui me tourmentait depuis que j'avais appris l'existence des métamorphes. Comment savez-vous que je ne suis pas l'un d'entre eux? Raven se retourna vers moi, le visage impassible. Nous ne le savons pas avec une certitude absolue. Alors pourquoi me faites-vous confiance? Parce que si tu étais l'un d'eux, nous serions déjà morts. Elle poussa une lourde porte métallique, ouvrant une petite pièce remplie de conserves, d'eau et de médicaments. Les métamorphes ne jouent pour nous pas à long terme. Ils s'infiltrent, recueillent des renseignements, puis appellent les faucheurs. Je l'aidai à charger les provisions dans nos sacs à dos. Avez-vous déjà songé à partir, à quitter la Terre, à trouver une autre planète? Elle se figea. La boîte de haricots resta suspendue dans les airs. Avec quoi, tous les vaisseaux spatiaux que nous avons réussi à construire ont été abattus avant même d'avoir quitté l'atmosphère. Les extraterrestres contrôlent tout, de l'orbite basse à l'espace lointain. Mais si vous trouviez un moyen... Qu'y a-t-il de mieux là-bas qu'ici? Demanda-t-elle avec amertume. C'est notre maison, c'est tout ce qui nous reste. Nous avons travaillé en silence pendant quelques minutes avant qu'elle ne reprenne la parole, d'une voix plus douce. Comment est votre monde? J'ai pensé à la terre que j'avais quittée, aux villes scintillantes de lumière, aux gens qui se promenaient librement à ciel ouvert, aux enfants qui ne connaissaient aucune peur, à part celle de se casser les genoux et des brutes de l'école. Imparfait, répondis-je honnêtement. Nous avons des guerres, de la pauvreté, des maladies, mais nous sommes libres. Nous regardons les étoiles et y voyons des possibilités, pas une menace. Ça doit être agréable, dit-elle avec un sourire triste. Oui, répondis-je, et je vais tout faire pour que cela reste ainsi. Lorsque nous sommes revenus à l'abri anti-bombe, Bishop avait considérablement avancé dans la construction de l'appareil. Il avait utilisé des pièces provenant de radios, d'ordinateurs et de ce qui semblait être une technologie extraterrestre, récupérée lors d'affrontements précédents.
Le principe est simple, expliqua-t-il en connectant des fils à un noyau d'alimentation lumineux. Votre couverture furtive a absorbé et redirigé l'énergie lors de la collision avec la faille. Elle a créé une enveloppe protectrice qui vous a permis de passer indemne. Nous créons en fait une enveloppe similaire, mais à une échelle beaucoup plus petite. « Et vous êtes sûr que ça va marcher ?» demandai-je en regardant cette construction avec scepticisme. « Absolument pas, » répondit-il avec un sourire en coin. « Mais c'est notre meilleure chance. » Au cours des heures qui suivirent, l'appareil prit forme. Il ressemblait à un sac à dos, avec une batterie à l'intérieur, reliée à des panneaux recouverts d'un mélange que Bishop avait créé à partir d'échantillons de revêtements furtifs provenant de mon avion. Des fils et des circuits dépassaient de chaque couture, lui donnant un aspect clairement artisanal. « Dès que nous aurons atteint le point de rupture, tu enfileras ça, » m'a expliqué Bishop. « Le noyau s'activera, créant autour de toi un champ similaire à celui qui s'est produit lorsque tu as franchi la frontière. »« Et si ça ne marche pas ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu. À l'approche de l'aube, nous nous sommes préparés à partir. Le plan était simple, atteindre le point de rupture, activer le dispositif et me renvoyer en arrière, avant que les extraterrestres ne nous découvrent. Walsh avait tracé un itinéraire à travers les tunnels qui devaient nous amener près de notre destination, mais la dernière partie du trajet devait se faire à la surface, en terrain découvert. Juste au moment où nous allions partir, nous avons entendu le bruit de lointaines explosions. « Ils ont trouvé le réseau de tunnels », a déclaré Casper d'un ton sombre. « Nous devons partir, tout de suite. » Nous nous sommes mis en route à un rythme épuisant, surmontant la fatigue et la peur. Les tunnels devenaient de plus en plus étroits et anciens à mesure que nous avancions. Certaines sections étaient partiellement effondrées, nous obligeant à escalader les décombres ou à ramper dans des passages étroits. Après avoir parcouru ce qui semblait être des kilomètres, nous avons atteint un escalier menant à une trappe rouillée. « C'est la fin des tunnels », a déclaré Walsh. « À partir d'ici, nous marchons à découvert sur 2 kilomètres, jusqu'au site de la faille. » Il a gravi l'escalier et a poussé prudemment la trappe, inspectant les environs avant de nous faire signe. L'un après l'autre, nous sommes sortis à la lumière de l'aube. Le paysage qui s'offrit à nous était étrange dans sa désolation. Le désert du Nevada, autrefois magnifique dans sa simplicité austère, avait été transformé. Des parcelles d'une étrange végétation arc-en-ciel poussaient par groupes. Le sol était sillonné de motifs géométriques, visibles uniquement depuis notre hauteur. Et au loin, l'énorme vaisseau mère planait toujours au-dessus de ce qui était autrefois Las Vegas, sa surface bougeant et pulsant comme un être vivant. « Ils terraforment », dit Raven à voix basse. « Ils modifient la Terre à leur convenance. » Walsh désigna une crête à environ 3 km vers l'est. « C'est là que tu as franchi la frontière. La faille doit toujours être là, même si nous ne la voyons pas. » Nous avancions dans ce paysage transformé, en essayant de rester discrets et en passant rapidement d'un abri à l'autre. La végétation extraterrestre semblait réagir à notre présence. Ses tentacules s'étiraient vers nous lorsque nous passions à côté, puis se rétractaient lorsque nous nous éloignions. « Ne touchez à rien », nous avertit Casper. « Nous avons vu ce qui arrive à ceux qui le font. » Je ne demandais pas plus de détails. Lorsque nous nous sommes approchés de la crête, un scintillement familier est apparu dans l'air, une distorsion semblable à des vagues de chaleur, mais verticale et structurée. La faille. « La voilà », ai-je soufflé. Bishop a immédiatement commencé à installer l'appareil, connectant les derniers composants et vérifiant les niveaux de puissance. « Le noyau est stable », a-t-il annoncé. « Nous devons être prêts. » Walsh a scruté l'horizon avec ses jumelles. « Je ne vois pas de patrouille, mais ils ont sûrement des systèmes de détection. Nous devons nous dépêcher. »
Pendant que Bishop m'aidait à enfiler l'appareil, fixant les sangles et vérifiant les connexions, Raven s'approcha. Elle tendit une petite puce de données. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Tout ce que nous savons sur leur tactique, leurs faiblesses, leur technologie. Donne-la à tes militaires. Cela pourrait donner à ton monde une chance de gagner. » Je pris la puce et la cachai soigneusement dans ma poche. « Merci. » Elle hocha la tête, puis me surprit en se penchant vers moi et en posant brièvement ses lèvres sur les miennes. « Pour te porter chance, » dit-elle avec un demi-sourire. Avant que j'aie eu le temps de répondre, l'air se remplit d'un sifflement aigu familier. Nous nous figâmes tous, levant les yeux, et vîmes 3 vaisseaux extraterrestres lisses descendre rapidement vers notre position. « Ils nous ont repérés !» cria Casper en levant son arme. « Conduisez-le vers la faille !» ordonna Walsh. « Nous les retarderons. » Bishop travaillait fébrilement pour terminer les derniers rebranchements. « C'est presque prêt !» marmonna-t-il. « Il ne reste plus qu'à calibrer la fréquence. » Les vaisseaux extraterrestres ouvrirent pile le feu, leurs rayons énergétiques brûlant le sol autour de nous. Les survivants se dispersèrent, cherchant des abris et ripostant avec les armes extraterrestres capturées. L'air se remplit de l'odeur âcre de la terre brûlée et des cris des blessés. « C'est prêt !» cria enfin Bishop en activant l'appareil. Le noyau d'alimentation se mit à bourdonner, sa lueur s'intensifia jusqu'à devenir presque aveuglante. Je sentis un champ d'énergie se former autour de moi, une sensation de picotement qui commença au centre de mon corps et se propagea jusqu'à mes extrémités. « Vas-y !» cria Walsh en tirant sur le vaisseau qui approchait. Avant qu'il ne soit trop tard, je fis un pas vers la faille, puis je m'arrêtai, regardant les personnes qui avaient tout risqué pour m'amener ici. Je ne peux pas vous laisser mourir tous ici. « Tu le dois », dit Raven en apparaissant à mes côtés. Sa main saignait à cause d'une blessure superficielle, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Notre monde est déjà perdu. Le tien ne doit pas l'être. » Une explosion secoua le sol sous nos pieds lorsqu'un des vaisseaux extraterrestres s'écrasa, abattu par les combattants de la résistance. Mais 2 autres apparurent à l'horizon, fonçant vers notre position. « Ils appellent d'eau des renforts », avertit Casper. « Le vaisseau mère lance des chasseurs. » Je regardai la faille, puis Raven et les autres. À ce moment-là, je pris ma décision. « Bishop !» criai-je. « Pouvez-vous modifier l'appareil pour créer un champ plus grand, suffisamment grand pour moi et les autres ?» Il fronça les sourcils. « En théorie, oui, mais il deviendra rapidement instable. Le noyau n'est pas conçu pour une telle puissance. Combien de personnes pourra-t-il contenir? Peut-être 5 ou 6 personnes pendant quelques secondes, mais après cela, il sera surchargé et... »« Fais-le » l'interrompis-je rapidement. Son visage refléta sa compréhension. « Tu veux emmener certains d'entre nous avec toi ?»« Autant que possible. » Je me tournai vers Walsh et Casper. « Vous vous êtes battus pendant 27 ans. Vous méritez une chance de commencer une nouvelle vie. » Walsh secoua la tête. « Quelqu'un doit rester pour s'assurer que vous passerez. »« Je resterai, » dit fermement Casper. « Le capitaine coule avec son navire. » Après avoir fébrilement reconfiguré l'appareil, Bishop choisit 4 autres personnes pour m'accompagner. Raven, Walsh, Paxton et une jeune femme nommée Talia, qui avait perdu toute sa famille lors de l'attaque de la base. Le champ ne tiendra que 15 secondes environ, une fois que nous serons tous à l'intérieur, avertit Bishop. Si la faille ne s'active pas d'ici là, il n'avait pas besoin de terminer sa phrase. Nous comprenions tous le risque. Une fois les modifications terminées, un puissant choc secoua le sol. Je levai la tête et vis le vaisseau mère se déplacer au-dessus de nous, prenant position juste au-dessus de nos têtes. Une arme similaire à celle que j'avais vue auparavant commença à se charger. « C'est maintenant ou jamais », dit Walsh. Nous nous regroupâmes en cercle étroit autour de l'appareil. Bishop l'a activé
et le champ d'énergie s'est élargi, nous englobant tous les 6. L'air à l'intérieur du champ a scintillé et s'est déformé, comme si l'on regardait à travers une brume de chaleur. « Avancez vers la faille », a ordonné Bishop. Lentement, restez groupés. Nous avons fait un pas prudent, puis un autre. La faille se rapprochait. Ses bords semblaient pulser et osciller à mesure que nous approchions. Derrière nous, Casper et les autres combattants ont engagé le combat avec les vaisseaux extraterrestres, détournant leurs tirs vers eux. J'entendais des cris et des explosions, mais je n'osais pas me retourner. L'appareil se mit à vibrer fortement. « Il se déstabilise », avertit Bishop. « Nous devons nous dépêcher. » Nous n'étions qu'à quelques pas de la faille lorsque l'énergie frappa le sol près de nous. L'onde de choc nous renversa, le champ se mit à trembler dangereusement. « Il s'effondre !» cria Bishop. L'arme du vaisseau mère avait atteint sa pleine charge. Dans quelques secondes, elle tirerait, vaporisant toute cette zone. « Passez !» ordonna Walsh en m'attrapant par la main et en me poussant en avant. Je trébuchais et tombais dans la faille, éprouvant la même sensation étrange d'être tiré dans toutes les directions à la fois. À travers la distorsion, je voyais Raven et les autres me suivre, leurs silhouettes se tordant et s'étirant en entrant dans la faille. La dernière chose que j'ai vue avant que le monde ne s'inverse a été le tir du vaisseau mère, un rayon d'énergie aveuglant qui semblait se courber et se déformer en traversant le champ en effondrement. Puis, le noir, le silence, un instant de néant absolu. Quand ma vision s'est éclaircie, je tombais. Le désert du Nevada s'étendait sous moi, mais il était différent, intact, naturel. Pas de paysage extraterrestre, pas de motifs géométriques, seulement le terrain familier de mon monde. Mon oreillette a grésillé. « Fantôme, vous m'entendez? Que s'est-il passé? Vous avez disparu de nos radars pendant près de 3 minutes. La voix du colonel Knox n'avait jamais été aussi belle. « Je vous entends, Centre, » répondis-je, la voix tremblante. « Je demande l'autorisation immédiate d'atterrir et une équipe de sécurité. Je ne suis pas seul. Répétez, Fantôme, je ne suis pas seul. » Je regardais à droite et à gauche, où 5 avions volaient désormais en formation avec moi. Des avions qui n'auraient bien pas dû exister. Il s'agissait de F-22 modifiés, mais avec des éléments de technologie extraterrestre intégrés dans leur conception. Et ils étaient pilotés par Walsh, Raven, Paxton, Bishop et Talia. J'ai des réfugiés, Centre, et un avertissement. En descendant vers Grum Lake, j'ai remarqué quelque chose sur mon radar. Un signal faible, à la limite de la détection, haut dans l'atmosphère. Cela aurait pu être un satellite ou des débris spatiaux, mais je savais que ce n'était pas le cas. Ils nous avaient suivis comme nous le redoutions. La bataille pour ma terre était sur le point de commencer. Mais cette fois, nous serions prêts. Cette fois, nous avions une chance.